Voilà, ils sont à mes côtés. Bonjour Roland, bonjour Marc. Oui, Carole Olaï, bonjour. Marc Goudianou, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous les téléspectateurs. Eh bien, vous parlez à la fois, vous n'êtes plus à présenter. Je rappelle tout simplement que vous êtes journaliste et analyste politique. Nous allons démarrer avec la politique, bien évidemment, votre spécialité. Alors, Qui vous a dit que c'est notre spécialité? Vous êtes quand même analyste politique. Bon, on est polyvalent quand même, parce qu'on opine sur tous les sujets. Oui, mais en priorité, je vous comprends. C'est la politique. C'est un peu pour vous taquiner. Voilà. Nous allons démarrer avec la politique, disais-je donc, audit du fichier électoral, un premier acquis avant la relecture du code. C'est une interrogation qui se retrouve à la une du quotidien Dynamisme Info. Marc Goudianou. Oui, il faut dire que le ministre de la Justice, si je ne me trompe, a pu rencontrer le cadre de concertation des membres de l'opposition. Et il faut dire qu'à la suite de cette rencontre, c'est que cela fait suite à la rencontre déjà que le chef de l'État a eue avec les membres de l'opposition le 27 novembre de l'année 2023, je pense. Ouais. Et donc, les membres de l'opposition avaient émis l'idée de la correction ou de la relecture du code électoral dans le temps. Et donc, finalement, disons, presque un an après, je pense que, mis à part ça, ils ont adressé également une lettre au chef de l'État demandant toujours cette relecture du code électoral, comme sûrement après la première rencontre de 2023, le chef de l'État ne réagissait pas, il n'y avait pas eu de grands changements, donc ils ont initié cela et fort heureusement, je pense que on les a écoutés actuellement, puisqu'ils ont eu cette rencontre avec le ministre de la Justice. Et c'est comme un premier pas, disons-le, parce que beaucoup s'exclamaient et louaient ce code électoral qui avait été voté comme si cela n'avait aucune insuffisance. Alors qu'on sait que ce code électoral regorge de beaucoup de choses, en tout cas de tests dedans qui ne concordent pas totalement avec la réalité politique de notre pays, où certains vont se sentir brimés, d'accord, délaissés, ou comme si le code avait été rédigé sur mesure. Et donc, il fallait quand même essayer de faire cette relecture-là. Mais ça doit être fait avec tous les acteurs de la classe politique. Et donc, c'est sûrement en y pensant, et déjà surtout que le chef de l'État est en train de finir son mandat, et donc il faut qu'il fasse les choses dans les règles de l'art, il fasse bien les choses pour que tous les acteurs politiques qui sont dans le système politique béninois puissent quand même se sentir à l'aise en vue des prochaines échéances de 2026 qui s'approchent. Donc ça, c'est un premier pas. Nous allons attendre, puisqu'ils viennent de recevoir leur main tendue, donc on va attendre pour voir quelle suite sera donnée après cette rencontre. Est-ce que ça va évoluer ou bien est-ce que ça va rester à la traîne jusqu'à l'approche des élections? Parce qu'il faut qu'on règle ce problème-là pour que ça soit relégué au passé, afin que les acteurs politiques puissent mieux penser à comment se préparer en réalité pour les échéances prochaines. Donc c'est très important, parce que si cette question constitue leur préoccupation particulière et qu'ils passent tout le temps à réfléchir là-dessus, à essayer de voir comment est-ce qu'ils vont s'en sortir face à ce code électoral, et qu'ils n'arrivent pas à faire cette correction comme cela se doit, je pense qu'ils n'auront pas les idées claires pour pouvoir mieux s'organiser afin d'aller aux différentes échéances prochaines qui les attendent en 2026. Laurent, votre avis, vous allez essayer de répondre à cette interrogation? Non, monsieur, je crois que comment vous appelez, le fichier électoral à auditer, c'est un premier pas. Hier, j'évoquais d'autres aspects liés aux élections, notamment la question de fraude, notamment la question de la mobilisation des électeurs. Vous imaginez, en 2025, il y aura élection en Côte d'Ivoire. Et le fichier a été, en tout cas, pour ne pas dire audité, a été revu au point où il y a 4
500 000 nouveaux électeurs qu'il faut aller chercher, qui vont s'ajouter à pratiquement 8 millions d'électeurs. Et c'est le même schéma qui se présente au Bénin en 2026. Quand vous regardez les différents taux d'abstention de 2019 à 2023, il y a d'abord ceux-là qui se sont abstenus d'aller voter parce qu'ils ne se retrouveront pas parmi, en tout cas, les candidats en lice, qu'il faut aller rechercher pour qu'ils aillent voter. Mais en dehors de ça, il y a les néo-votants. Je l'ai toujours répété. En 2023, de 2023 à 2026, ça fait 3 ans. Donc, les jeunes qui avaient 15 ans, 16 ans et 17 ans en 2015 sont maintenant en âge de voter, seront en âge de voter en 2026. Il faut aller chercher ces jeunes-là. Mais au-delà de tout, le puissant problème posé par la classe politique, notamment l'opposition, reste le code électoral, qui est un élément très important dans un processus électoral. Et quand on finit de régler la question de l'audit du fichier électoral, il faut maintenant réfléchir à comment est-ce que, s'il y a possibilité, parce que je l'ai toujours dit, s'il y a encore possibilité de faire la réalité du code électoral, ce serait bien pour tous les acteurs. Autrement, j'ai toujours dit, les opposants aussi devraient alors travailler à prévoir un plan B, un plan C, au cas où ceux qui sont en face d'eux ne voudront pas faire la relative de ce code électoral. Et c'est très important, en ce sens que il ne faut pas que les opposants... Vous savez, le plus souvent, quand vous regardez les différentes élections, quand on dit ça aujourd'hui, parfois, j'ai l'impression qu'on jette un bonbon aux opposants. Ils sont en train, ou bien on jette des os aux opposants, ils sont en train de croquer. Et puis, subitement, ils se réveillent tardivement et c'est trop tard. Parce qu'il faut véritablement rappeler que 6 mois avant les élections, il n'y a pas possibilité de toucher le code électoral. Donc, il ne faut pas que le temps soit perdu. D'ailleurs, Mac l'a rappelé tout à l'heure, le timing. Ils ont rencontré le chef de l'État en novembre 2023. Et c'est en novembre 2027 que le garde des Sceaux les reçoit pour parler de l'audit du fichier électoral. Et ça, il a fallu même qu'ils écrivent encore. Pour voilà. Le timing, on a mis un an. Pratiquement. Oui. Et donc, il se peut que sur ces questions du fichier électoral, qu'on passe assez de temps, qu'on soit en train de se tirailler, on essaie de mettre telle chose dans la balance, et puis ils vont tirer, ils sont en train de tirailler, et puis subitement ils se retrouvent en octobre 2025, où il faut préparer, il faut donner la candidature pour la présidentielle 2026. Donc du coup, 6 mois avant les élections, on ne peut pas modifier... Ça passe comme ça. Donc, il faut que les opposants aussi, les autres politiques d'opposition, soient assez éveillés pour comprendre que c'est peut-être un bonbon qu'on leur a jeté d'abord, parce que quand l'enfant pleure, il demande beaucoup de choses à la fois, on lui donne quelques bonbons à croquer, et puis après, on le calme, et il s'accroche au bonbon, et puis on passe à autre chose. J'estime que c'est à eux de faire leur travail, d'aller mobiliser les gens sur le terrain, mais en même temps en restant très éveillé, parce qu'en fait, la question du fichier électoral reste une question à régler, mais au-delà de ça, la question de la réalité du code électoral s'impose pour des élections apaisées. Il y en a qui diront que oui, il faut aller éprouver le code électoral. Oui, c'est que chacun est libre dans la République de dire ce qu'il pense et de donner son opinion par rapport à ça. Mais j'estime que, voyant certaines dispositions, nous devons faire très attention. Maintenant, nous ne sommes pas acteurs politiques. Nous allons peut-être alerter, dire ce que nous pensons. Il revient aux acteurs politiques de se comprendre, sachant très bien que dans l'un ou l'autre des camps, il y a soit des gens assez convaincus des taupes, donc ils vont se faire les petits coups, les coups bas. Et c'est à eux de voir sur le terrain. Moi, je ne suis pas acteur politique. On leur dit ce qu'on pense et c'est à eux de tirer l'essentiel. Marc Goudianou, c'est donc à juste titre, j'allais dire, que l'opposition face au défi de l'unité, que le Télégramme titre ce matin, l'opposition face au défi de l'unité d'action. Oui, parce que d'abord, il faudra qu'en leur sein, ils s'entendent sur un minimum d'abord. Parce que lorsque vous allez dans une discussion avec le camp d'en face et que déjà en votre sein, vous n'arrivez pas à vous entendre sur un minimum de choses et à avoir une cohérence dans les idées que vous allez mettre là-bas, dans les opinions que vous allez mettre là-bas, dans les résolutions que vous voudrez qu'on mette en place pour la correction de ce code électoral, alors il va falloir quand même que vous vous disciplinez en votre sein. Et donc, l'opposition doit mieux s'organiser, comme on l'a toujours dit sur ce plateau, où avant toute action, il va falloir
mieux s'apprêter, mieux s'affiner pour pouvoir quand même avoir une crédibilité. C'est de ça qu'il s'agit. Et maintenant, mieux anticiper également sur les éventuels bourreaux d'étranglement qu'ils auront pu avoir au niveau du pouvoir en place, parce que, admettons-le, c'est vrai que le gouvernement est en train de montrer sa bonne foi à vouloir corriger le code électoral, mais est-ce que ça se fera dans le timing qu'il faut? On vient d'avoir une première rencontre. La deuxième rencontre, maintenant, on ne sait pas quand est-ce que ça aura lieu. Peut-être que c'est dans 6 mois. Peut-être que c'est dans 3 mois. Et vous avez, donc, imaginez déjà dans 6 mois, alors qu'on est déjà presque à la fin de 2000, on est déjà à la fin de 2024. Voilà. Et donc, on tend déjà vers la moitié de 2025. Donc, ça veut dire que le temps s'égrène à petits coups, sans qu'on s'en rende compte. Et donc, il faut que les forces de l'opposition également réfléchissent à la question pour voir quel type de stratégie ils doivent adopter par rapport à tel mutisme, par rapport à tel point qu'ils vont évoquer, et que peut-être, parce que lors des discussions, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'opposition va demander à ce qu'on recueille telle ou telle chose. Le gouvernement a dit, d'accord, on va retourner, on va réfléchir à la question, et on revient, on dit, OK, les points que vous voulez là, on ne peut pas les faire ainsi, on doit le faire. Et les discussions iront comme ça, à chaque fois. Et donc, c'est comme, tel que Laurent l'a dit, c'est comme, ça ne finira pas. Et le temps va s'égrener, exactement, une redondance dans les questions, dans les débats, et de telle sorte que finalement, le pouvoir va dire, nous, on a pu faire ce qu'on pouvait. On a de bonne foi. On a de bonne foi, on a pu faire ce qu'on voulait. C'est eux qui ne veulent pas faire de concessions par rapport à tel point de discorde. Et donc, il va falloir que l'opposition également anticipe sur ce genre de questions. Et il ne faudrait pas rester rigide sur des positions ou sur des choses à corriger, alors que forcément, on pourrait même peut-être faire fi de ça pour pouvoir mieux évoluer afin que le combat soit revu ailleurs. Parce que le plus grand combat, c'est la conquête de l'électorat béninois. C'est ça, en fait, le plus grand problème. Et donc, il ne faudrait pas qu'ils se contentent seulement sur les tests en disant que les tests vont constituer une barrière, alors que, mis à part cela, ils ont un autre gros travail qui les attend, pendant qu'ils seront en train de perdre le temps au niveau de cette révision, de cette correction. Les autres seront déjà sur le terrain en train de travailler et en train de pouvoir les battre déjà sur un certain nombre de points vis-à-vis du suffrage. Ce qui est sûr, le gouvernement a forcément une avance sur les autres, hein, parce qu'ils sont au pouvoir et ils mènent des actions pour le développement. Et tout ça là rentre en ligne de compte. Roland Tonekes. En politique, rien ne gagne d'avance. Quand vous dites qu'ils ont une avance sur l'opposition, oui, ils ont des stratégies à mettre en place, tout comme depuis 2019, 2020, 2021, 2023. Mais ce n'est jamais gagné d'avance. Parce que si c'était vraiment gagné d'avance que l'opposition, la mouvance pourrait avoir... Nous avons un président qui anticipe surtout. C'est ce qu'il fallait dire. Parce que si on enlève les stratégies politiques mises en place depuis 2019, ce n'est pas gagné d'avance. Ce n'est pas gagné d'avance parce que, oui, la réalité autre sur le terrain, c'est autre chose. Les Béninois, aujourd'hui, vous devez vous inquiéter du silence des Béninois. Les Béninois ne parlent plus. Vous leur posez la question, non, je ne veux pas parler, je ne veux pas parler, je ne veux pas parler. Ça doit inquiéter en réalité même le pouvoir en place. Parce qu'ils sont dans leur zone de confort, ils se disent, oui, on maîtrise tout, mais rien n'est maîtrisé. Si c'était facile de maîtriser les choses à l'avance, je suis sûr que Bouniaï avait tous les rangs que les gens ont fait à la présidence en 2016, et avec tout ce qu'ils ont injecté sur le territoire béninois, avec tout l'apport financier, tout ça là, ils auraient pu gagner les élections. On a pu voir que l'autre... On dit que c'est l'autre qui était, en tout cas, qui avait le vent en poupe, mais que c'est l'autre qui était dans le cœur des Béninois. Donc la réalité, c'est tout autre. Mais on sait que le pouvoir en place, c'est un pouvoir assez redoutable avec des stratégies à mettre en place à la dernière minute, peut-être pour surprendre et pour tribler les opposants. Et en cela, peut-être ils ont de l'avance. Alors, mais pour revenir à la question de l'unicité des opposants, il faut être clair là-dessus. Les opposants aujourd'hui, il y a des courants qui peuvent se mettre ensemble, mais les autres, il y en a qui ne vont jamais se mettre ensemble. Et c'est sur ce terrain que la mouvance peut jouer aujourd'hui. Parce qu'après, elle dira pardon aux opposants, allez vous entendre et puis définissez quelque chose. Définissez un canevas, définissez une feuille de route pour que nous puissions faire le travail. Et vous allez voir, ceux qui ont créé leur cadre de concertation vont commencer à dire oui, c'est ce que nous souhaitons. Et l'opposant constructif Soumane Toleba peut, comme on ne voit plus depuis quelques années ou mois, viendra de son coin là-bas, sortira de sa comment on appelle, cachette et vous dira non, je pense qu'il vous fait ça.
Et d'ailleurs, quand ils ont créé le cadre de concertation, vous allez voir Richard Boni-Ouourou qui a dit aussi autre chose, qui va pratiquement, je dirais, à l'antipode de ce que dit le cadre de concertation. Et Candice Azanaï, de son coin là-bas, va dire autre chose. Paul Rompé aussi va dire autre chose. Et donc, il y aura forcément une mésentente entre le cadre de concertation, ceux qui constituent le cadre de concertation, et les autres courants de l'opposition. Et à ce niveau, c'est-à-dire que sur ce terrain, le gouvernement, le pouvoir en place peut surfer malheureusement pour les avoir, parce que en disant non, mais les autres disent tant, vous dites tant, non, attendez-vous d'abord. Et attendez-vous, on perd le temps, on évolue, et puis subitement on se retrouve à 6 mois des élections. Donc j'estime qu'aujourd'hui, on doit pouvoir maintenant s'asseoir pour dire, mais écoutez, tous les courants d'opposition que nous avons aujourd'hui, parce que j'ai toujours dit, il y a les opposants constructifs, il y a les opposants de principe, il y a ceux qui sont dans leur logique des théories philosophiques en nous rappelant Platon ou Socrate. C'est vrai, c'est ce qu'ils ont enseigné tout le temps dans leur parcours professionnel. Mais en réalité, sur le terrain, est-ce que, et vous le savez très bien depuis 2019, cet opposant a toujours appelé au boycott des élections. Et le boycott des élections n'a jamais arrangé les opposants en Afrique. Jamais et jamais. Et vous allez voir chaque fois, quand il y a un souci, un opposant sort de nulle part et dit aux opposants boycottons. Alors qu'en réalité, parfois, il est en mission. Il est en mission. Et quand l'autre dit boycottons, vous allez voir quelqu'un sortir de nulle part. C'est l'exemple de 2021 où, au moment où on empêchait les autres d'être candidats, je ne sais pas les élections, Irénée Agossa, qui était suspendu dans l'autre parti politique, se retrouve être candidat et a pu réussir à avoir les parrainages. Vous allez en Côte d'Ivoire, Kakabe, qui, au moment où toute l'opposition disait on boycotte, Kakabe a été celui-là qui allait aux élections, qui a pu valider les élections pour Alassane Ouattara. Et au finish, on l'a nommé ministre de la Réconciliation. Donc, dans tous les cas, chacun vit ses intérêts. Ce n'est plus le peuple qui préoccupe véritablement. Chacun va dans ce combat-là en mettant dans la balance ce qui l'intéresse et ce qui pourrait l'arranger. Et c'est ça qui fera la difficulté de l'opposition aujourd'hui. Cette unicité dont on parle, oui, le cadre de concertation, ils ont réussi à s'entendre, GSR, NFN et puis, comment vous appelez, MPL, et les démocrates, mais est-ce que à eux seuls, le pouvoir va devoir faire le travail? Est-ce que quand ils vont faire des propositions et que les autres vont sortir de nulle part aussi pour faire des propositions, ça ne va pas ralentir l'audit de ce fichier électoral? Et est-ce que ça ne va pas ralentir les choses? C'est à ce niveau que le problème se pose. Donc, j'estime que quoi faire pour maintenant convaincre les autres, pour qu'ils se rallient à ce cas de concertation, c'est le plus important. Ils sont conscients, ceux qui sont de l'autre côté, sont conscients que s'ils vont aux élections à l'État, eux seuls, ils ne valent pas peut-être une feuille de texte. Mais ils vont forcer parce qu'ils savent la mission pour laquelle ils sont là. Et vous allez voir que d'ailleurs, même au lendemain, et vous allez voir aussi que les éléments du cadre de concertation, d'ici là, ne seraient pas surpris que certains voient leur cadavre sortir des placards. N'oubliez pas qu'au lendemain de la création de ce cadre de concertation, on allait sortir des vidéos d'un des éléments, des vidéos qui datent de plusieurs mois déjà, mais c'est maintenant qu'on sort ça. Et vous allez voir que certains communicants du pouvoir en place relaient ça abondamment, avec des commentaires. Donc, ils seront ébranlés à tous les niveaux. En leur sein, de l'intérieur, déjà, ils seront ébranlés. Mais autour d'eux, les autres qui se disent aussi opposants aussi, vont les ébranler. Et c'est en cela que ça va être un véritable défi pour l'opposition. Alors, présidentielle 2026 toujours. Le patriote titre « Talon mine le terrain à ses partisans ». Je lisais ce titre ce matin avec sourire aux lèvres. Bon. Talon mine le terrain à ses partisans. Bon, quand on dit qu'on mine le terrain, normalement, ce n'est pas de bon augure. Parce que tout ce qui a rapport avec les mines, personne n'aime. Et donc, si est-ce que c'est mine? Est-ce que c'est dans le sens? Est-ce que c'est mine? Comment vous appelez? Les mines antipersonnelles qu'on met. Est-ce que c'est mine armes? Ou bien c'est mine de chez nous? De chez nous. Mine de mine de chez nous. Pour ne pas dire mine spirituelle. Donc, l'un dans l'autre. L'un dans l'autre, comme ce sont ses partisans et que si c'est le chef de l'État qui mine le terrain encore à ses partisans, ça veut dire que... Bon, une chose est sûre, il y a une vérité qui est très évidente et que le commun des Béninois sait. C'est que quand vous êtes au pouvoir, vous avez tout le monde avec vous. Tout le monde avec vous. Même les plus hypocrites, ils sont avec vous. Ouais. Juste parce qu'en ce moment, ils profitent de vous.
Il sait que vous avez le pouvoir et ils veulent manger avec vous, rester là avec vous. Parce que c'est vous qui êtes là. Parce que c'est vous qui êtes là. Mais lorsque votre temps commence à finir, ils ne commencent pas à faire des calculs pour se dire comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va se repositionner, comment est-ce qu'on va continuer avec lui, qui est-ce qu'il va mettre là, est-ce que ça va arranger nos intérêts. Et donc, je pense que le chef de l'État, tel qu'on l'a dit souvent, le chef de l'État, il est très méfiant, hein. Même dans son propre entourage, je sais qu'il est très méfiant, même envers son entourage. Parce que, bon, la preuve, on a une affaire qui est pendant devant la justice et généralement, c'est les plus proches même du chef de l'État qui sont concernés par la question, les plus proches. Hein. Donc, j'imagine les autres... Les avocats ont parlé. Hein. Les autres qui sont un peu proches, et leur niveau de sensibilité vis-à-vis du chef de l'État, donc ça ne lui dira pratiquement rien de pouvoir, lorsqu'ils seront en train de menacer ses intérêts ou bien ils auront des ambitions un peu démesurées sans pouvoir avoir sa bénédiction ou son quitus, ils n'auront pas gain de cause. Donc c'est normal, hein, parce que si à un moment donné, à l'approche, je pense que le chef de l'État, il a fonctionné avec grand nombre d'acteurs politiques qui, avant, se retrouvaient, étaient des acteurs politiques qui étaient très proches également de l'ancien chef d'État, Boni Yayi. Et donc, ceux-là se retrouvent, la majeure partie d'entre eux se retrouvent aujourd'hui avec lui. Et c'était des gens avec qui il avait collaboré même quand Yayi Boni était là. Et donc, le climat était un peu plus favorable. Mais c'est des gens, c'est des hommes politiques qu'il connaît. Il les connaît en détail. Et donc, il sait, en tout cas, les potentialités de chacun d'eux. Jusqu'à quelle limite? Pour ne pas dire qu'il a fait. Il a fait, voilà. Donc, il a fait beaucoup d'entre eux également. Donc, je pense que s'il décide de miner le terrain à quelques-uns parmi eux, de ses partisans, je pense que c'est de bon escient. Il sait pourquoi il le fait. Et sûrement qu'il a ses ambitions, il a ses projections pour le futur. Et donc, il sait déjà peut-être avec qui composer, avec qui ne pas composer, avec qui il faut être méfiant, avec qui il faut faire confiance. Mais est-ce qu'en réalité, je me pose toujours la question, est-ce que le chef d'État fait confiance à quelqu'un? Ça, c'est la vraie question que je me pose. Moi, je crois que Patrice Talon, c'est l'homme politique, hein, qui connaît tous ceux qui sont là, connaît leurs cadavres dans les placards et qui connaît même dans leur antichambre ce que chacun d'eux fait. Et il sait très bien que... Même avec leurs épouses. Écoutez, de toute façon, il a dit, hein, que quelqu'un l'a vu nu. Entre quelqu'un et lui, ils se sont vus nus. Donc ça veut dire que bien au-delà des choses peuvent se passer. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, quand vous regardez un peu les acteurs politiques que nous avons, les mêmes que nous avons vus avec le général Mathieu Guérousson, c'est les mêmes qui ont été avec Boni Yayi. Et les mêmes sont avec Patrice Talon aujourd'hui. Et dans la progression, ils ont chacun d'eux des dossiers d'État, des cadavres dans des placards, un certain nombre de choses qu'on peut leur reprocher. Mais il se fait que les mêmes aujourd'hui sont en train de déifier, comment vous appelez, Patrice Talon comme si on n'avait jamais vu un acteur politique aussi influent au Bénin. Et c'est eux qui vous diront que oui, depuis 90, c'est Patrice Talon qui fait tout, que ce que les autres n'ont jamais fait. Sachant très bien, ils connaissent bien certaines réalités. Et quand c'est comme ça, l'animal politique redoutable, tel que j'aime l'appeler Patrice Talon, il reste très éveillé, il les connaît un à un. Il sait très bien qu'ils ne sont pas... Ils ne sont pas sincères. Bon, sincère, c'est même arranger un peu les choses. La manière dont les gens là sont capables de faire grand écart, de sauter de pieds joints, pour aller de l'autre côté en même temps pour dire que Patrice Talon est mauvais, le plus mauvais des chefs d'État que nous avons jamais eu au Bénin. Il les connaît. Donc quand c'est comme ça, c'est normal qu'ils minent le terrain pour eux, parce qu'en fait, quand ils vont mal poser les pieds, ça peut exploser. Hein. Et puis, il sera maintenant. Parce que pour la suite ou la continuité du pouvoir en place, qu'on le veuille ou non, hein, tout chef d'État qui est là, quand il veut partir, il veut toujours une continuité. Tout à fait. Donc, et c'est pas Patrice Talon même si ce n'est pas lui-même qui est au pouvoir. Et ce n'est pas Patrice Talon qui voudra le contraire, en tout cas. Non, il a toujours affirmé qu'il n'a besoin de personne. Hein. Non, ne pas avoir besoin de quelqu'un pour assurer ses arrières, c'est un discours politique. Je ne fais pas foi à ça, pardon. C'est un discours politique. Vous et moi, nous occupons des postes de responsabilité. C'est vrai que
si tu es correct, tu n'as rien à craindre. Mais au-delà de tout, dès lors que vous gérez la chose politique, il y a toujours des choses à vous reprocher. Boni Yayi, il y a des dossiers sur lesquels les gens, tous les matins, insultent Boni Yayi aujourd'hui. Mais ils sont très conscients que ce n'est pas Boni Yayi. Que c'est les cadres qui ont travaillé avec Boni Yayi. Et malheureusement même, c'est les cadres proposés même par Patrice Talon qui ont travaillé avec Boni Yayi. Ils en sont très bien conscients. Mais tous les jours, on fait qui? On jette les pieds à qui? On critique qui? À Boni Yayi. C'est pareil pour lui. Ça viendra, hein? Non, il a fait des choses extraordinaires. Moi, je l'avoue, je ne suis pas, je ne suis pas un acteur politique pour peindre tout en noir. Quand je fais le tour de la ville de Cotonou aujourd'hui, je suis fier en tant que Béninois. Moi qui ai été dans d'autres pays, qui ai vu d'autres capitales, je suis fier pour un certain nombre de transformations. Mais à part les routes, vous n'avez rien à dire par rapport aux réalisations ou aux actions du gouvernement? Mais écoutez, parce que à chaque fois dans les discussions, même hors antenne, c'est toujours ce que tout le monde branle. Non, je demande, vous savez, il a forcément fait d'autres choses que les routes. Quand je parle de promener, ce n'est pas route seulement. Je suis allé plus loin sur certaines réformes aussi, et pour dire que s'il y a des choses que le chef d'État a fait aujourd'hui, qu'on ne le veuille pas, qu'on met dans la balance, c'est... Il vous a construit le CHU. Oui, attendez, c'est ce que je vous dis. Mais le CHU, non, c'est pas CHU maintenant, c'est chic. C'est chic? C'est chic. Voilà. D'accord. Le chic. C'est chic, parce que c'est chic. Donc, au fond, il y a des choses que le chef de l'État et son gouvernement ont réalisées, et c'est à saluer. Je vous ai dit, je me suis retrouvé avec des Ivoiriens hors d'Afrique, et qui étaient étonnés de ce que, aujourd'hui, la réforme avec le système, avec l'État civil aujourd'hui, je peux rester à Cotonou et avoir mon casier judiciaire. La dématérialisation, je peux avoir mon casier judiciaire à Cotonou facilement, même si je suis né à Natitenkou. Par contre, que chez eux, encore, ce n'est pas encore ça. Et pourtant, la Côte d'Ivoire, le Bénin côté de la Côte d'Ivoire ne vaut pratiquement rien. Il y a des choses sur lesquelles il faut discerner un satisfait. Mais il y a des choses sur lesquelles vous connaissez ma position claire et elle est non discutable. Mais ça n'empêche pas d'apprécier ce qui est fait. Donc j'estime qu'à ce niveau, il faut vraiment que nous puissions savoir. Alors, le chef de l'État comprend que oui, sur certaines questions, lui-même il en est conscient. Hein. Je suis sûr qu'il en est conscient que sur certains aspects, les Béninois le guettent. Et ils vont faire payer ça peut-être à son dauphin ou celui qui va proposer comme candidat, et ça peut le surprendre à tout moment. Et c'est pour ça peut-être que en voyant ça, il peut se préparer. Alors, pour que demain, que personne ne vienne l'attaquer, et il saura que oui, même si je ne gagne pas les élections, je n'ai besoin de personne pour suivre mes arrières parce que j'ai réussi à tout mettre en ordre avant de partir. C'est pour ça que je dis c'est Est-ce que c'est possible? Tout mettre en ordre avant un départ. Avant un départ. Non, ça c'est... Non, est-ce que c'est possible? Non, vous savez, on peut faire des choses sans trace et partir. Parce que n'oubliez pas, quand on dit ça aujourd'hui, il y a des gens qui ont occupé des postes de responsabilité, qui ont bien foutu le bordel, mais il n'y a pas de trace. Vous savez, les cadres de tout savent que ça, ce n'était pas bon, autant de ce cadre-là. Mais aujourd'hui, vous fouillez, il n'y a pas de trace. Donc, s'il n'y a pas de trace, sur quoi vous voulez condamner la personne? Donc, c'est possible. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a des choses que les ministres font aujourd'hui, les directeurs et autres font aujourd'hui. Et demain, on va lui porter le chapeau. On va lui porter le chapeau sur la question. Donc, j'estime véritablement qu'aujourd'hui, nous devons, au-delà de tout, regarder un peu ce qui va se passer. S'il mine le terrain, c'est tellement pour empêcher les gens de prendre la parole n'importe comment et de les désavouer n'importe comment avant les élections, histoire de mettre en difficulté son camp politique. Parce que je l'ai toujours rappelé, la première personne qui a dit Boni Yayi, c'est fini, il se trouve que c'est Saka Lafia, qui a été ministre pendant des années pour Boni Yayi. Et quand lui, il a dit Boni Yayi, c'est fini, toute la clique, en tout cas, de la partie septentrionale, vous allez voir les Gbadabansi ont commencé par envoyer des pics à Boni Yayi parce que ne voulant pas que ce soit Lionel Zissou candidat. Et du coup, dans son propre camp, les gens commencent par le désavouer et sont sortis pour aller faire autre chose. Donc, il se peut que ça arrive pour Patrice Talon également. Et lui, étant un homme averti, il est en train de miner le terrain peut-être pour les empêcher de lui faire la même chose. Et aussi, l'autre piège, je voulais même revenir rapidement sur la question, c'est que aujourd'hui, nous sommes, normalement, c'est que Patrice Talon est en train de finir son mandat. Et ce qui est normal, c'est qu'il n'est plus représentatif et qu'il ne pourra même plus être candidat normalement. Et donc, cela a conduit à ce que même au sein de la classe politique autour de lui, certains de ses proches nourrissent déjà des ambitions. Oui. D'accord. Beaucoup d'entre eux nourrissent déjà des ambitions. Et donc,
Alors qu'actuellement, vu le climat politique actuel, aucun d'eux ne peut se prononcer ou ne peut émettre de façon démocratique ou libre son opinion de vouloir être candidat. Et donc, ils sont tous dans le mutisme et ils sont incapables de pouvoir extérioriser ce qu'ils ressentent au fond d'eux-mêmes. Est-ce qu'ils sont dans le mutisme? Ils sont contraints au silence. Donc, du coup, ça fait que, au niveau même de l'entourage du chef de l'État, tous ceux qui ont cette ambition-là de pouvoir le changer, de pouvoir prendre la relève à la fin de son mandat, sont incapables de se prononcer aujourd'hui. Et comme le chef de l'État lui-même n'a pas encore désigné quelqu'un, ou n'a pas encore donné un brin de lueur pour dire c'est tel candidat que je veux pour ma classe, pour ma grande mouvance, beaucoup d'entre eux ont peur. Parce que cette volonté ne pourra qu'émaner du chef de l'État. Et donc tous ceux qui sont tapis dans l'ombre là, le chef de l'État est en train de tuer à petits coups leurs ambitions politiques. Parce que c'est des acteurs politiques qui aspirent à la chose, qui aspirent au pouvoir d'État. Et donc, du coup, étant donné qu'ils n'ont pas cette capacité de pouvoir dire ce qu'ils veulent réellement, de pouvoir mener des actions sur le terrain politique qui puissent prouver en réalité qu'ils sont des possibles dauphins de Patrice Talon, donc sur le coup, ils sont obligés de rester dans le silence. D'accord? Et donc, de ce point de vue, le chef de l'État est en train de miner leurs ambitions politiques. Et donc, ils ne pourront pas dire tout ce qu'ils ont de ressenti parce qu'ils connaissent l'homme et ils savent que, comme on le dit généralement chez nous, enfants, avons coup de droit. Non, oui, une petite agitation pour vouloir être candidat et puis c'est mort. Quand vous suivez les derniers événements ou bien l'actualité avec ce que Convy dit du ministre des Finances aujourd'hui, vous comprenez que le problème est profond au sein de la mouvance présidentielle. Maintenant, je vais revenir sur le titre du journal aussi pour dire que tout ce qu'on a dit, c'est possible qu'une mine pour empêcher, pour faire taire toute suscitation ou toute volonté d'être candidat sans sa bénédiction. Mais dans l'autre cas possible, dans l'autre sens aussi, il faut peut-être dire aussi que oui, il peut aussi miner le terrain en faveur de ses partisans et piéger les opposants, faire un certain nombre de choses. D'ailleurs, quand on dit miner, quand je dis miner pour le terrain en faveur de ses partisans, n'oubliez pas que les stratégies que nous avons eues, auxquelles nous avons eu droit en 2019, 2020, 2021, 2023, cette stratégie-là, il y a toujours le laboratoire qui produit la stratégie qui est en place. Le laboratoire n'a pas encore brûlé. Il faut peut-être attendre 2025-2026 pour voir si le laboratoire va brûler. Le laboratoire est encore en place. Mais il y a des éléments du laboratoire. Est-ce que c'est les éléments, est-ce que les autres est-ce que vous pensez, moi je ne pense pas que... Moi je n'ai rien dit. Non, les éléments du laboratoire, il y a ceux qui lavent, comment vous appelez, les thermomètres, les boîtes d'échantillonnage. Voilà, ceux-là peut-être sont dans le laboratoire, faisaient que ça. Le maître a pensé qui était le laborantin, Bontin, qui préparait les solutions, aqueuses solutions, que tu ne sais quoi, il est encore là. Et donc, il peut recruter d'autres personnes pour laver toujours les boîtes d'échantillonnage. Vous pouvez me donner une formule? Nous allons poursuivre et parler d'autre chose que la politique sur ce plateau. Il s'agit de la gestion hospitalière au Bénin. L'État reprend le contrôle de l'hôpital de Menontin. Oui, je pense que l'hôpital de Menontin était vraiment un grand... je pense, un mouroir pour beaucoup de citoyens et même surtout pour les femmes enceintes. Pour la plupart des cas que dont j'ai eu vent, ça concernait beaucoup plus les femmes enceintes qui perdaient beaucoup plus leurs enfants à l'hôpital et perdaient même la vie. C'est un mal qui a longtemps duré. Je pense avoir lu un rapport d'une structure, d'une ONG, qui, en voulant faire cas des décès, d'accord, dus à la maternité en Afrique subsaharienne, a évoqué le cas de l'hôpital de Menontin. Ça veut dire que c'est très grave ce qui se passe à l'hôpital de Menontin. Pourquoi, au niveau de l'Afrique subsaharienne, le problème se situe, c'est vrai,
où les femmes ont parfois des difficultés à trouver des centres de santé à proximité, il y a des problèmes de diagnostic qui se posent, il y a des problèmes de transfert des données au niveau de leur hôpital qui était en train de les traiter vers un centre adéquat. Il y a le problème de déplacement au niveau, parce qu'il faut dire, chez nous, on parle de SAMU, et il y a les sapeurs-pompiers qui appuient aujourd'hui le SAMU pour pouvoir quand même permettre aux malades de faire le transfert. Donc, il y a un certain nombre de problèmes qui ont été énumérés dans le rapport de cette ONG. Mais l'ONG s'est appesantie beaucoup plus sur l'hôpital de Menontin et a évoqué les cas les plus graves où il y avait eu des cas de mortalité au niveau des enfants et au niveau des femmes enceintes également. Et ils sont revenus également sur le véritable problème de manque de personnel et également, même le personnel qui est disponible, il y en a qui manquent, qui ne viennent pas. Et donc, ça crée un problème là. Il y a un problème également lié à la prise en charge. Les populations dénoncent la manière dont les patients sont pris en charge. Voilà. Vous avez eu même des cas où des patients avaient été gardés à l'hôpital de Menontin, des mères qui avaient accouché étaient gardées juste parce que c'était un ministre qui était allé, voilà, qui allait pour les libérer. Elles étaient 4 environ, je pense bien. 3 ou 4. 4 ouais. Donc, ça pose un véritable problème et vous savez, la position de l'hôpital de Menontin, c'est entre Calavi et Cotonou. Donc, ça veut dire que ça dessert beaucoup de zones. Tous ceux qui sont un peu vers la sortie de Calavi, d'accord, vont beaucoup plus courir là, au lieu d'aller vers peut-être Saint-Luc ou vers le CNHU ou vers la Lagune, voilà, vers Lomel. Donc, tous ceux-là, pour la proximité, vont courir vers là. Et peut-être l'autre partie va venir vers l'hôpital de zone qui est à Calavi. Parce que lorsqu'on va parler des grands centres de référence aujourd'hui, on ne peut ne pas citer l'hôpital de Menontin et de sa position stratégique. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de patients qui vont vers ce centre-là. Alors si ce centre n'est plus une sécurité pour les patients ou pour la population, je pense que l'État a droit de pouvoir prendre ses responsabilités. Parce que tout à l'heure, et la dernière fois je le disais, ce qu'on attend beaucoup plus d'un État, c'est ces secteurs-là, c'est la santé, l'éducation. Et c'est très important. D'accord. Et donc, il faille que l'État règle ce problème-là pour que les patients et tous ceux qui viennent à l'hôpital de Menontin puissent se sentir en sécurité et puissent ne pas dire si vous allez là-bas, là, c'est pour aller mourir. Vous allez à l'abattoir. Vous allez à l'abattoir, moi je ne veux pas. Ça me rappelle au temps de la Covid où à l'ADA, il y avait un centre qui était nommé quoi, l'abattoir d'Alada. Vous allez là-bas, ce n'est pas évident c'est pas évident pour vous revenir en vie. En tout cas. Allez, Roland, je crois que ces derniers jours, on a eu beaucoup plus de plaintes, en tout cas venant de l'hôpital de Menontin. Et c'est un hôpital qui est géré par une association. Et malgré les problèmes qui sont relevés au fil des années, on a constaté que malheureusement, ça ne changeait pas. Moi, j'ai eu un enfant qui est né là en 2016 et je vous avoue que ce que j'ai pu voir, ça ne m'agréait pas du tout. Mais qu'est-ce qu'on avait que moi, je n'avais pas droit à la parole. En fait, les gens ont dénoncé depuis des années, mais ça ne changeait pas. L'État aujourd'hui prend ses responsabilités. Je crois qu'il faut franchement remercier le gouvernement pour avoir pris ses responsabilités. Mais toujours est-il que l'une des choses est de prendre ses responsabilités concernant l'hôpital de Menontin, mais c'est aussi de se pencher surtout sur les cas des hôpitaux qui étaient déjà sous tutelle de l'État. Hein. Parce qu'on a tout fait de dire oui, ça ne va pas à Menontin. Excusez, quand ça ne va pas à Menontin, il faut que l'État reprenne les choses à Menontin. Mais à l'hôpital de zone, il y a des choses qui ne vont pas. Hein? Au CNHU, il y a des choses qui ne marchent pas. Hein? Il y a l'hôpital de zone de la DAC, il y a des choses qui ne marchent pas. Hein? Donc, je crois qu'au-delà de ce que oui, on veut nous aider pour Menontin, il faille maintenant penser à arranger les choses aussi à l'hôpital de zone de la Bourg-Clavi. Même si on a construit le chic en face et que oui, le chic n'est pas pour vous et moi aussi facilement. Mais j'estime qu'il y a des problèmes à régler au plan sanitaire sur toute l'étendue du territoire national. Il y a des régions au Bénin aujourd'hui, quand il y a coupure, c'est que ça fait parti pour 24 heures, c'est parti pour 48 heures malheureusement. Et ces hôpitaux fonctionnent comme ça difficilement. Donc, au-delà de ce que le gouvernement montre sa bonne foi de reprendre la gestion de l'hôpital de Menontin, je pense qu'il faut aussi maintenant se pencher sur tous les cas de tous les hôpitaux du Bénin pour régler les problèmes qui existent et qui rendent difficile le travail pour les personnels soignants. C'est très important. Je voudrais quand même
lire quelques informations que j'avais eues dans le rapport de l'ONG. On dit à l'admission, la première personne contactée était une sage-femme pour 39 patientes. Oui. Vous imaginez, une seule sage-femme pour 39 patientes. Sur 43 cas, soit 90,69%. Un manque de personnel. Oui. Et comment on peut exiger de celle-là la compétence? Au fait, le problème, qu'elle soit sereine la seule personne, dans ce qu'elle fait. Quand la personne est débordée et réagit mal, on dit que... Justement, il y aura le stress. Le problème de manque de personnel, par exemple, vous savez, ça ne se limite pas seulement à l'hôpital de Mélentin. Allez à l'hôpital de zone tout près. Mais c'est ce que je dis. Moi, j'ai discuté de long à large avec quelques responsables de l'hôpital de zone d'Abomey-Calavi. Et ils ont un problème crucial de manque de personnel. Mais justement, et que donc, faisons-nous avec ces milliers d'étudiants qui mis à part ça, il y a manque d'infrastructures. Vous voyez des femmes accoucher et on est obligé de les faire sortir, de les mettre au dehors. Visitez l'hôpital. Attendez, s'il vous plaît, prenez l'autorisation, prenez vos caméras. Allez dans l'hôpital de zone. Vous allez voir les réalités. C'est pas possible. L'exemple, c'est moi. Mon épouse a accouché là-bas en décembre 2022. Je vous dis, 2 femmes qui ont accouché doivent partager un matelas, une place. Il y en a qui sont obligés d'aller se coucher à même le sol. Des femmes qui viennent d'accoucher. C'est difficile. Et il y a un certain nombre de matériel qui manque. Et on le dit, quand on le dit, les gens vont vous dire que vous êtes opposant. Quittez là-bas, le gouvernement fait beaucoup d'efforts. On reconnaît qu'il y a des choses qui ont été faites, mais il y a des choses sur lesquelles il faut avoir le droit de... Ça ne va pas. La responsabilité. J'ai parlé de scanner de CNHU sur ce plateau. On m'a dit non. Mais écoutez, allez au CNHU. Allez au CNHU. Moi, au quotidien, je discute avec les gens. Au hôpital de zone, il y a des gens avec qui je dis... La dernière fois, quand on dit, par exemple, qu'on est allé voler enfants à l'hôpital de zone... C'est un faux problème. Mais je suis allé là-bas nuitamment. Je suis allé vérifier un certain nombre de choses. Mais écoutez, Carole, ça ne va pas. Donc c'est pour ça que je dis, oui, c'est bien beau de dire ça ne va pas, mais on prend en charge la question. L'État prend en charge, en tout cas, prend la gestion. En charge la gestion, oui. Mais il y a des problèmes dans tous les centres de santé, malheureusement, au Bénin. Les hôpitaux, il y en a plein. Au CHU, Koutoukoumaga, il y en a. D'accord? On a beau dire qu'on met Kanguezoué, CHU ensemble. Mais aujourd'hui, quel est le résultat? Est-ce que les choses se sont améliorées pour autant? Justement. Est-ce qu'on a donné... Dans le temps, il y a le personnel qui disait que ce n'était pas une bonne idée. Maintenant, après ça, il y a le manque de personnel. Vous imaginez... Écoutez, je discutais la dernière fois avec des infirmiers médecins. Il y a une spécialité, en tout cas dans la médecine. Nous avons un seul spécialiste dans ce truc-là, au Bénin. Le seul. Et ensemble, tous disaient le jour-là, si lui va juste se reposer 2 jours, c'est que nous, on est stressé parce qu'il y a des cas à opérer, mais il est le seul. Il est le seul. Mais allez voir même déjà, même le seul là, comment il est traité. Ça part de là. Heureusement, c'est un monsieur assez souriant, calme. Hein. Quel qu'en soit le cas de figure, il est très calme, il reçoit posément, il pose le diagnostic. Et même parfois, il sort de l'argent de sa poche pour acheter... C'est des gens pour qui ce métier est une passion. Oui, il sort de l'argent de sa poche pour acheter certaines choses, pour faire les kits parfois, pour opérer ses patients. Et pourtant, nous avons un pays, un gouvernement, nous avons des... Donc, pour vous dire que, oui, maintenant, le problème est là. Moi, j'ai vu ça. Hein. J'ai été, en tout cas, et ces derniers temps, des gens ont décrié la manière dont ça fonctionne. Mais au-delà de tout, je voudrais que le gouvernement s'intéresse maintenant à ces hôpitaux dont il avait déjà la gestion en charge. C'est très important. Vous avez eu le cas de... je veux faire juste une parenthèse. Le cas où... je pensais à une femme politique française qui parlait de l'île de France où il y avait plus de médecins béninois là-bas qu'ici au Bénin. Forcément. Et donc, cette fuite de potentialité de cadres béninois se justifie par quoi? Et l'État n'est pas conscient de cela pour pouvoir prendre ses responsabilités. On a autant de cadres qu'on peut exploiter, mais lorsque vous voulez les exploiter pas bien, ils iront travailler ailleurs. Justement, je vous dis, le médecin dont il parle tous les jours que Dieu fait, il y a des pays d'Europe qui lui demandent de venir. Et lui dit jamais je ne partirai. Je serai chez moi, je vais soigner mes parents. Il est là, malgré les difficultés. Mais après, c'est que on voit des gens qui, malheureusement,
n'ont peut-être pas un certain nombre de compétences, c'est eux qui sont promus, et puis après, ils se permettent un certain nombre de choses. Mais quand on dit les autres qui font bien le travail vont dénoncer certaines choses, on dirait qu'ils sont opposants, que c'est parce qu'ils sont jaloux, ils sont méchants, et tout ça là. J'estime que le gouvernement doit prendre ses responsabilités, aller faire un audit au niveau de tous les centres de santé, notamment les hôpitaux de zone, et voir qu'est-ce qu'il y a lieu de corriger. On ne peut pas dire hôpital de zone, et les femmes vont accoucher, et 2 personnes sur un lit. Mais si c'est 2 places, c'est bon. Un lit d'une place. Vous savez que le lit, c'est une place. Mais 2 places, des femmes qui viennent d'accoucher avec bébé. La dame dont on est venu voler l'enfant, si elle était dans de bonnes conditions, est-ce qu'on peut venir prendre son enfant? Et juste finisse la césarienne, on dit qu'il n'y a pas de salle. Et Carole, vous lisez, on dit, au 1er janvier 2024, ce sont 30 961 médecins en activité qui ont obtenu leur diplôme à l'étranger, soit une variation positive de plus de 1,7% par rapport à 2010, où le nombre de ces médecins en activité à diplôme étranger se levait à 15 349. Ça fait beaucoup de pertes. Créer les conditions, les gens viendront travailler. Créer les conditions, acheter les... Alors que la santé est vraiment primordiale. Je vous dis, sans la santé, on ne peut rien. Nous-mêmes, on ne pourrait même pas être ici en train de parler. On ne peut rien. Sans la santé, on ne peut pas emprunter ces routes. Sans la santé, c'est ça. Sans la santé, les belles routes qui ont été construites seront empruntées comment? Le gouvernement a eu l'ingénieuse idée de mettre le projet H. Mais si on ne met pas le matériel et si on ne motive pas le personnel soignant, le projet H répond à quoi? Jusque-là, bon. Merci à vous, Roland, Laurent, Tonéikès. Merci, Marc Goudjanou.